Cher étudiant, bonjour, on va se voir aujourd'hui pour un chapitre concernant la technique et principes de base de transformation des produits agricoles que tu passes toujours, du monde des plutôt, gestion, innovation, qualité durable, conservation des produits agricoles. Alors, donc, lorsqu'on parle de transformation, on comprend donc la modification des produits en visant soit par exemple l'augmentation de la durée de conservation, augmentation du produit, diversifier les produits en d'autres produits et en sous-produits, et aussi l'augmentation des produits culinaires gustatifs mais sans altérer la nature du produit. Alors, le choix de la technologie qui dépend de plusieurs critères, objectifs de transformation, les niveaux de transformation, les moyens financiers bien sûr. Donc, on va prendre donc la décision, chercher des technologies simples, chercher une technologie à votre portée, puis aussi voir la qualité des produits et de ce produit. Finaliser l'étude de faisabilité technique. Alors, donc, ces technologies, donc, soit peuvent être traditionnelles, soit artisanales, et encore peuvent être industrielles. Alors, la transformation des sols des tubercules, hein, il contient donc, ces produits contient donc l'amidon. En général, le manioc, la patate douce, le colocase, etc. Alors, la transformation de ces derniers aboutit à l'extraction de l'amidon, de la farine, par exemple, de colle, de diverses préparations culinaires, etc. Donc, vous avez ici des petits exemples de fleurs mâles, de manioc, des racines de manioc, fleurs femelles, etc. Donc, c'est un petit exemple que je prends pour ces deux transformations. Alors, l'exemple donc ici pour le manioc, c'est donc on va faire de l'exonération fraîche, donc le lavage de couchage, le râpage, l'extraction de lissage. Donc on va extraire donc soit l'amidon, ici soit pour le stockage en oxygénation, soit une colle. Encore on peut continuer ce processus par faire un tanissage, pressage et évitage. On va faire une fermentation, séchage, et on va avoir ce qu'on appelle le céleri et la farine de bonne qualité, qui va être destinée soit au stockage pendant l'oxygénation, bien la consommation. Alors, pour la transformation de légumineuses et céréales, donc, ça peut aboutir à plusieurs produits, et ces produits sont les espèces en face. Cette transformation conduit généralement à l'application des familles qui peuvent se conserver longtemps, susceptibles d'être mélangés souvent avec les céréales pour former des produits plus riches en énergie et protéines. Alors ici, on va prendre l'exemple d'un mélange qu'on appelle le susoma, ce qu'on appelle le yami kadri, qui vient du Rwanda. Alors, on a le sorgho, plus le soja, plus le maïs QM. Alors, donc, sorgho, ça vient de famille de poissons, c'est une soja, comme le blé. Alors, la procédure de transformation dans le cas de mélange, alors on a un triage, nettoyage, mélange de farine, emballage, puis dissimulation, stockage, commercialisation, qui peut être aussi destiné à la transformation. Alors pour la transformation du soja, du tofu et lait du soja, alors ici donc on a les graines de soja qui vont être lavées, trempées, on va éliminer les enveloppes et puis on va neutraliser de l'acide caustique qui va tremper ici dans une période d'une heure. On va faire le broyage, le filtrage, on va voir du lait de soja. Alors celui donc soit va être pasteurisé à 100 degrés pour standardisation additive et homogénéisation, qui va être stérilisation à 125 degrés, c'est sur 2 secondes, et puis il va refroidir et il va destiné au conditionnement et au typage. Soit celui du purée va être destiné à une coagulation avec le chlorure de magnésium et destiné au moulin aussi, donc il va destiné pour le l'emballage commercialisation bien consommation. Ce qu'on fait la pâte de tofu bien croquette de
Alors, pour la transformation des produits oléagineux, c'est une transformation des produits donc, qui est souvent conduite à fonction des différents produits sur l'espèce traitée, tels que le cheval, le tournesol, les arachides. Alors, par exemple, les photos, donc on a l'utilisation alimentation animale, ou bien chimique, bien on va faire les extraits de riz qui sont en alimentation humaine, bien l'utilisation industrielle, la farine aussi pour l'alimentation humaine, l'alimentation. Alors, le procédé de transformation du tournesol en huile, alors on a la récolte, on va récolter des graines, triage, décortiquage et pressage, on va avoir de l'huile, le filtrage, raffinage, et puis emballage, commercialisation, et puis bien consommation. Pour ce qui est technologie artisanale de conservation avec les chambres pour charbon, donc on a donc c'est une traçabilité de certains produits agricoles qui restent indéterminés sur le plan de conservation des produits destinés soit à la commercialisation qu'à la transformation. Alors dans le milieu paysan du tiers-monde, les appareils frigorifiques sont encore loin d'être accessibles par les producteurs. Néanmoins, on peut cibler la technologie de technologie accessible par les producteurs moyens, leur permettant de mettre leurs produits en dehors de l'intégration telle que la chaîne froide en charbon. Alors en effet, cette technique de conservation a été vite adoptée par les entreprises de transformation agroalimentaire paysanne et en CSR, surtout pour conserver des produits agricoles périssables et en durée après la pause, tels que des légumes et des... Alors, pour le principe de la technologie de refroidissement par courant humide, ce qu'on appelle l'évaporation, alors en principe, lorsqu'un courant d'air froid traverse une masse de produit, ces derniers se refroidissent en même de fait que ce courant. La technique prévoit donc un dispositif avec des murs en charbon construits de façon à laisser pénétrer dans leur interstice un courant d'air extérieur. Ce courant se refroidit du fait qu'il traverse les murs de charbon humide suite aux arrosages régulés. Donc, alors la température ambiante à l'intérieur du stock de baisse donc cette du processus avec l'hygrométrie, donc l'humidité de l'air qui s'élève jusqu'à 85. Alors cette température étant idéale pour la conservation de la plupart des légumes, la technique permet de conserver environ 2 semaines de produits en transit de commercialisation ou bien de transformation. Alors pour ce qui est des spécifiques conduits de la technique, d'abord on a des poteaux en bois, ici vous voyez dans notre schéma, des murs en charbon. On a aussi une largeur qui peut atteindre jusqu'à 1,7 mètres, une longueur de 2 mètres. Et on a le produit conservé. Alors, autre mesure de dimension, distance entre le toit et le mur de charbon 10 cm pour permettre une bonne aération. Hauteur de poteau de 2 mètres, les matériaux, donc c'est une porte en charbon avec des supports en treillis, sur pavement en pierre bien aplani et cimenté, et toiture en herbe et en puits de bas pour, le support. Alors, le conduit de la technique, donc on va arroser les murs, transverser de l'eau au-dessus des murs, donc en moins 2 fois par jour, en fait, transperçage et la qualité de l'eau dépend de la saison. Faire un suivi régulier des produits conservés, il est donc préconisé de construire tout près d'eau pour faciliter la recherche. Il faut donc mieux construire plusieurs stocks plutôt que de grosses unités recommandées. Alors l'avantage et limite de cette technique, alors par exemple, tout ce qui est chambre froide en charbon, elle est moins chère, donc elle est disponible pour des façons simples, moins de tendance à être source énergie, technologique accessible dans le milieu paysan. On a par contre une limite, on a exigence d'eau, exigence d'un suivi régulier, limite de dimension aussi reste stable. Alors pour ce qui est congélateur alimentaire, on va parler de réglable, conduit aisé, il est aussi déplaçable. On a des contraintes qui apparaissent énormément chères, on a pour du câble, du camion et des contraintes pour la sûreté d'un pays. On a aussi des technologies non accessibles dans le milieu paysan. Alors voilà, donc je m'arrête là, on va se voir donc, prochainement dans d'autres Merci.